on est en train de créer de l'étagement en fait. À la place que l'eau elle descende en toboggan, on lui fait descendre un escalier. Et c'est vraiment ça la grosse différence dans le boulot qu'on fait. Et évidemment, tout le monde nous dit que on n'aura jamais d'eau. Eh bien, on a récupéré de la flotte, donc on a déjà un bassin qui commence à se remplir un petit peu. Pourquoi elle apparaît? Parce qu'on se situe sur le chemin de l'eau. Et c'est pour ça que la lecture du paysage est hyper importante. C'est parce qu'elle se situe sur la continuité du vallon qui va nous amener sur la fin des 2-3 sous-bassins versants. Moi, je dois créer de la circulation, je dois créer de l'efficacité, je dois créer de la robustesse et je dois pouvoir faire en sorte que tout ça ce soit compatible avec le vivant. C'est extrêmement passionnant à apprendre et à gérer parce qu'on remarque qu'en fait ça ne ment jamais. Il y a beaucoup de mouvements de terre qui se passent dans tous les sens, mais il n'y a pas un gramme qui n'est pas pensé et donc il ne faut pas croire qu'on amène des bulldozers juste pour rigoler. On pense les choses et on les fait dans l'ordre pour éviter de juste bouger de la terre pour bouger de la terre. Quelque chose que les gens oublient souvent ou négligent, c'est toute l'hydraulique, donc la distribution de l'eau. Donc en fait, on a nos 4 R, régénération, résilience, redondance et robustesse. Bienvenue dans le tour de ce projet régénératif. Pour l'instant, on est encore dans la phase de travaux. On a fini le design il y a un peu moins d'un an. Ça veut surtout dire qu'on a été très rapide parce qu'il y a quand même les plans techniques, les plans d'exécution, l'engagement des entrepreneurs, la mise en place, etc. Donc ce n'est pas forcément un délai déraisonnable, bien au contraire. Un délai qui va commencer à devenir un petit peu plus long, c'est plutôt de l'ordre de 3-4 ans. Moi ici, on est dans une zone méditerranéenne et donc, comme d'habitude, ce qu'on va faire, c'est d'éviter qu'il y ait quoi que ce soit qui sorte. Et même ici, on a tellement de très bonnes pierres en fait, qu'il n'y a rien ou quasi rien qui va rentrer. On est sur une zone avec un sol qui n'est pas si mal que ça. Parfois, on a une roche qui est assez affleurante. Parfois, on a une profondeur de sol qui est assez importante, de l'ordre de 40 à 80 cm. Donc c'est très bon pour nous. Et en plus, toute cette roche, on va la réutiliser pour faire du chemin, pour faire des habitations, pour faire des murs, pour faire plein de trucs différents. Donc, comment est-ce qu'on s'organise pour faire un projet pareil? Ça a l'air toujours un peu énorme, beaucoup de terre qui est charriée, beaucoup de cailloux, mais en fait, c'est pas tellement que ça. En plus, c'est quelque chose qui se fait qu'une seule fois. Ici, ce qu'on fait est assez simple. On réutilise tout ce qu'on va aller chercher dans le sol. La terre, on va garder la terre végétale pour en refaire des zones de culture là où c'est nécessaire et là où c'est utile. On va utiliser la roche pour faire du fond de coffre, comme on a ici dans les chemins, pour éviter d'aller en chercher ailleurs et aussi pour des habitations et des structures. Alors en fait, ici on a vraiment une très très belle configuration géomorphologique. Alors ça, c'est beaucoup plus visuel à notre échelle, puisqu'on est dans quelque chose qui est assez petit au niveau géomorphologique, qui est très visible, parce que c'est à peu près à notre échelle. On va faire quoi, 1,5 km pour faire le tour. On a plusieurs petites séries de crêtes et de vallons qui vont nous aider à gérer toute la flotte qui va arriver, parce qu'en fait ici il fait assez sec, forcément on est en zone méditerranéenne, et du fait qu'il fasse si sec, et évidemment tout le monde nous dit que on n'aura jamais d'eau, sauf que dès qu'on a commencé à creuser au bon endroit, parce que c'est bien mis sur le design, et c'est comme ça qu'il faut travailler sur le keyline, eh bien, on a récupéré de la flotte, donc on a déjà un bassin qui commence à se remplir un petit peu. Alors pour l'instant, c'est plus une eau de résurgence, pas tellement une eau de collecte de surface, mais c'est quelque chose qui va grandir petit à petit et qui, à mon avis, va bien rester. On a une imperméabilité du sol qui est relativement correcte, mais qui est plutôt profonde, donc on va récupérer une partie de ce sol profond pour tapisser la mare qui se trouve là-bas. Il n'y en aura pas qu'une là-bas, donc on a aussi créé des barrages pour pouvoir continuer à circuler à la même altitude. Ici, comme on est sur un bon kilomètre et demi, si pas 2 km de périphérie, si on doit rester à la même altitude, en fait, on a une possibilité de garder, de répartir l'eau là où on a envie de le faire. C'est pour ça qu'il y a des chemins qui sont un peu plus creux, comme là derrière moi, mais qui vont quand même se surélever un petit peu pour récupérer en fait toute l'eau qui vient de là-bas et la faire se ralentir petit à petit. Il y a des dérivations qui existent là-bas près du chêne. On va surélever aussi un petit peu, créer chaque fois des petites zones humides qui vont éviter en fait à l'eau de se concentrer. Le but, qu'on soit en pays tempéré ou en pays plus sec, c'est d'éviter le plus possible que l'eau ne se concentre, ou en tout cas qu'elle se concentre pour les mauvaises raisons. Quand on déconcentre l'eau, forcément on va la répartir. On peut aussi la stocker à des endroits qui sont plus imposants, plus importants pour la relibérer ensuite. On a une capacité d'action passive sur cette flotte et peut-être d'action active sur cette flotte. L'action passive, ça va être surtout l'infiltration, la répartition correcte, le fait de décélérer, en fait, de bloquer l'eau de phase en phase pour éviter qu'elle ne crée du ruissellement, du creusement, de la concentration et de l'érosion. Et en actif,
on peut toujours travailler avec des systèmes de trop-plein, avec des petits fossés, avec des talus de chemin qui vont nous permettre d'arriver à remplir et infiltrer là où on veut remplir et infiltrer. C'est pour ça que derrière moi, on a aussi la zone la plus fertile qui a été laissée telle qu'elle et qui est prévue telle qu'elle dans le design. Donc ici, on est sur un design qui est agroécologique et donc on a besoin d'avoir une partie qui est en culture, on a besoin d'avoir une autre partie qui est en élevage. On va aussi avoir de l'accueil touristique assez haut de gamme avec des ateliers, mais des ateliers qui peuvent très bien parler d'agriculture, d'agroécologie ou des ateliers de sport, de remise en forme, ce genre de choses-là. L'aspect paysager est très important. Il y a un aspect technique, paysager et voire technologique. Ici, le fait qu'on ait travaillé sur une courbe de niveau principale, une courbe d'un niveau qui fait 1,5 km à 2 km, nous permet de relier toutes les petites crêtes et tous les petits vallons d'une manière qui soit homogène. Donc on va récupérer cette eau de manière intelligente, je vais dire, éviter les concentrations comme il y en a ici. On a des petites zones de concentration et qui vont créer de l'érosion. En fait, il y a eu plein de zones de concentration. Donc tous les locaux nous disent il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'eau, sauf qu'en fait, si dans ces pays-ci, il y a de l'eau, sauf qu'elle arrive de manière intensive et que le régime pluviométrique est fait on-off. Quand ça fait on, ça fait on très très fort. Tout ce qui est autour de la Méditerranée, c'est à peu près, grosso modo, le même régime. Et donc, ce n'est pas exactement la manière dont on va travailler dans les pays tempérés. C'est ça qui est intéressant aussi quand on a une habitude de travailler avec des pays tempérés et avec des pays méditerranéens ou des pays tropicaux, c'est qu'on peut utiliser les mêmes techniques, mais le design et le lien entre ces différentes techniques ne sera pas forcément le même. C'est quoi un design? Un design, c'est une adaptation aux porteurs de projet. Donc, qu'est-ce qu'on peut retrouver dans ce projet pour les humains, pour qu'ils puissent se développer des outils économiques passifs ou actifs et s'adapter au territoire pour prévenir, anticiper et régénérer. Aujourd'hui, on est arrivé tellement loin dans la dégradation qu'on est en phase de régénération. C'est pour ça qu'on entend régénération un peu partout. Régénérer le territoire et le paysage. Donc, il faut pouvoir satisfaire la chèvre et le chou. Et pour ça, en fait, c'est très facile et j'aime beaucoup ce taf parce que ça me permet d'associer tellement de fonctions les unes avec les autres dans des contextes qui sont très différents que ça permet d'avoir toujours une nouvelle créativité. Voilà, bon, ici on a quand même une chouette petite vue sur le bassin principal. Alors forcément, on tourne souvent autour de ce bassin-là parce que c'est quand même une pièce maîtresse, mais il n'est pas du tout anodin. Il n'est pas juste là parce qu'il doit y avoir un bassin. En fait, déjà, on nous disait qu'il y aurait la possibilité d'avoir de la flotte. Oh, en fait, il y a de la flotte alors qu'il n'y en a même pas plus. Pourquoi? Parce qu'on se situe, il faut étudier un petit peu la roche, donc je ne vais pas vous faire tout un laïus là-dessus. Mais on a une résurgence ici qui fait qu'on est aussi sur tout le système keyline. Et donc, on est dans un écoulement de surface qui va nous créer une résurgence passive dans cette zone-là. Et en fait, cette zone-là était avant plate. Donc, on avait un petit étage naturel, géomorphologique, topographique, et ça continue dans la prairie principale. La prairie principale qui serait une zone de culture. Et donc ici, moi, je dois créer de la circulation, je dois créer de l'efficacité, je dois créer de la robustesse, et je dois pouvoir faire en sorte que tout ça, ce soit compatible avec le vivant. Donc, on a simplement monté un barrage, donc on a creusé une partie, on a remonté une autre partie, pour pouvoir à la fois circuler, à la fois collecter la flotte et à la fois créer une espèce de microclimat. Parce que chaque fois qu'on va créer un bassin, chaque fois qu'on va infiltrer de l'eau, chaque fois qu'on va planter des arbres, parce qu'il y a aussi toutes des plantations qui vont se mettre là autour, et donc ça c'est encore tout un sujet. Ici je vais parler principalement de tout ce qui est gros aménagement, parce que c'est la phase où on se trouve maintenant. Et bien quand il y a tous ces sujets-là qui sont mis sur la table, on est encore en train de favoriser tout ce qui est microclimat, tempérance climatique et forcément, évidemment dans le concept de l'eau verte, tout ce qui est pompe biotique, même à petite échelle. En fait ça a l'air énorme, mais c'est à peine un petit peu creusé de un bon 2 mètres, et c'est à peine un petit peu surélevé là, du côté aval pour créer ce passage et éviter que l'eau ne continue trop vite et trop loin sa course. Donc c'est pas tant que ça. En plus, on a créé aussi des étagements pour que la biodiversité s'installe, pour qu'il y ait un ralentissement supplémentaire. On doit encore mettre un peu des cailloux autour de ça. On va pas forcément créer une étanchéité hyper dure, hyper hard, mais on va regarder un petit peu comment ça respire, on va s'adapter en fonction et voir comment est-ce qu'on peut travailler avec. Donc évidemment, ça c'est une des pièces maîtresses. Il y a d'autres barrages. Je les appelle des barrages parce qu'en fait, on va vraiment travailler sur la remontée de terre à un instant T comme ici, et on va pour pouvoir circuler au-dessus. Tous ces barrages, toute cette circulation, elle est
à la même altitude, sur le kilomètre et demi qui fait tout le tour. Alors c'est vrai et c'est pas tout à fait vrai. Il y a des subtilités, il y a des moments où ça va changer un petit peu d'altitude, ça va créer un petit peu des cuvettes, ça va créer des bananes, il y aura des exutoires, il y aura des travers dans la route qui vont aller vers des zones humides, à gauche et à droite, donc des zones humides à gauche et à droite, mais aussi des mares, donc des mares qui seront peut-être un petit peu plus permanentes, des assecs, des zones tampons, parce que ça c'est évidemment le plus impressionnant, le plus effet waouh, mais là derrière il y a toute une gestion hydrique qui nous permet d'éviter en fait tous les travers, parce que on va faire circuler l'eau en amont du chemin, un peu partout sur tout le site, ce qui veut dire qu'en fait, au lieu d'avoir des zones qui sont très vertes quand il pleut et qui restent très sèches sur les crêtes avec de l'érosion, donc du ruissellement qui va générer de l'érosion, parce que ce sont, je rappelle, des pluies fortes et intenses qui sont vraiment là à un instant T, eh ben on va adoucir en fait, on va adoucir tout ça, on va arrondir les angles en fait, c'est ça qu'on est en train de faire, arrondir les angles tout en gardant une fonctionnalité maximale. Pour travailler sur les aspects logistiques et la circulation, on a aussi travaillé sur différentes zones. Donc tout ça est organisé autour de zones de culture et de zones de pâture qui sont bien déterminées. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai calculé et j'ai évalué les zones, les superficies qui étaient nécessaires pour remplir les objectifs économiques et de production du site. Mais ce qu'on a fait ici, c'est aussi pouvoir associer les zones avec la circulation aux bons endroits. On a la zone de villégiature, on a la zone type sport, bien-être, etc. On a la zone privative, habitation. Et la zone villégiature, il y en a en fait plusieurs qui sont réparties, je ne vais pas dire à gauche à droite, mais à des endroits qui sont bien déterminés. Et puis on a les zones de culture, de sensibilisation pédagogique. Et ici, on va quand même être sur la culture qui va se baser sur, en partie, mais pas que, des micro-pousses, des légumes de qualité, parce que c'est une région où il y a assez peu de production de légumes de qualité. Là, je suis en train de passer sur un des petits barrages, des petites retenues temporaires qui va faire écho à la retenue qu'il y a derrière. Là, c'est le grand bassin. Là-bas, on voit des tas de terre là-bas au-dessus. En fait, là aussi, on va créer encore une association du ruissellement collinaire avec la création d'une mare. Et ici, à côté de ces très beaux arbres, c'est des chênes, hein, tous les deux, je pense. On va créer une zone pédagogique qui va être super, super belle et qui va se trouver, donc là je reviens sur mon concept de zonage, juste à côté de la zone de culture principale, qui est une zone en fait de sédimentation lente, puisqu'en fait elle accueille deux petits sous-bassins versants, donc deux petits versants, deux petits vallons qui arrivent ici, qui se ralentissent. Donc c'est quand même une zone qui a une profondeur de sol qui est assez intéressante, qui est assez large, qui est assez régulière aussi, parce que quand on fait de la culture, il ne faut pas commencer, c'est bien de faire des courbes dans tous les sens, mais quand on fait des courbes dans tous les sens, c'est pas forcément pratique. Cette zone de production, ici derrière moi, elle va être connectée à une serre assez importante, qui est encore en construction, et donc une serre de 1000 m² ici. Ce sera à peu près le seul bâtiment technique et le seul bâtiment de serre, donc une serre chapelle, qui a été positionné ici. Pourquoi? Parce qu'elle se situe très très bien mise au niveau de la circulation, elle n'est pas loin de la zone de culture, elle ne dérange personne parce qu'on est vraiment dans un des recoins de la propriété. On a aussi une plus grande facilité de faire un terrassement, parce que ça demande quand même à peu près 1000 m² de terrassement qui soit plane, donc on n'est pas en train de faire des mouvements de terre dans tous les sens. Donc effectivement, il y a beaucoup de mouvements de terre qui se passent dans tous les sens, mais il n'y a pas un gramme qui n'est pas pensé, et donc il ne faut pas croire qu'on amène des bulldozers juste pour rigoler. On pense les choses et on les fait dans l'ordre pour éviter de juste bouger de la terre pour bouger de la terre. Comme on a potentiellement entre 350 et 500 m3 de collecte possible par an, forcément on va créer des zones de récolte enterrées ou non, qui seront situées à des endroits stratégiques aussi, qui vont permettre à la serre de s'auto-alimenter en partie. À propos de l'hydraulique, parce qu'il y a tout le système hydrique, donc l'hydrologie régénérative, système hydrique, et quelque chose que les gens oublient souvent ou négligent, c'est toute l'hydraulique, donc la distribution de l'eau. Ici, on est sur deux circuits différents. Donc, tant qu'à faire les gros travaux, je les inclus dans les travaux de terrassement parce que sinon, après, il faut ouvrir, c'est un peu con. Donc, on va avoir deux circuits. Il y a un circuit haut débit qui va nous permettre de créer de l'aspersion si on en a besoin, de pouvoir ne pas avoir une perte de charge trop importante quand on aura beaucoup de demandes et de consignes pour la demande en eau. Et ce sera une eau qui sera essentiellement, voire quasiment, issue de la récupération de l'eau qu'on aura en période type plutôt hivernale, mais en période pluvieuse. En période pluvieuse, on va récupérer l'eau de ruissellement, d'abord la laisser s'infiltrer, la répartir, mais et récupérer le surplus. Chaque fois qu'on arrive à remplir le stock, qui sera rempli normalement assez rapidement, ça va repasser chaque fois d'étage en étage pour continuer à alimenter
la continuité du bassin versant. On n'est pas en train, comme on fait pour des méga-bassines, de récupérer et d'accaparer l'eau qui va s'évaporer quand même dès qu'il va faire un peu beau, dès qu'il y aura un peu de vent. On est en train de créer de l'étagement en fait. À la place que l'eau elle descende en toboggan, on lui fait descendre un escalier. Et c'est vraiment ça la grosse différence dans le boulot qu'on fait. Donc on a tout ce circuit qui sera haut débit, mais qui fait environ que 400 à 600 mètres et qui arrive finalement à la serre, puisque c'est là que je vais avoir besoin normalement de haut débit. Ce ne sera pas forcément de l'eau potable, ce sera plutôt de l'eau de surface, éventuellement avec un apport du puits, parce qu'évidemment il y a un puits solaire qui se trouve là-bas dans le champ, dans mon champ de vision et dans le vôtre. Et il y a tout un circuit hydraulique qui va faire la distribution sur le kilomètre et demi avec un peu plus fin, une pompe qui sera peut-être un peu moins grande et qui sera potable ou quasiment potable. Donc il sera plutôt pour de tout ce qui est l'ordre sanitaire, tout ce qui est de l'ordre de l'accueil, tout ce qui est de l'ordre de la vaisselle, du linge, etc. Tout ça fonctionne sur panneaux solaires, évidemment, et toujours en appoint, on a le puits si nécessaire. Le but n'étant pas de taper dans le puits, le but étant de taper sur le ruissellement et l'eau de surface excédentaire pour récupérer tout ça. Donc, on va aussi avoir différents stocks qui vont se situer sur les hauteurs, qui seront reliés les uns aux autres et qui seront fermés. Donc ici, comme il y en aura beaucoup, puisqu'on est vraiment dans un esprit d'autonomie, puisqu'on est dans une zone qui n'est connectée à rien, eh bien, on va probablement installer des poches, comme on peut voir près des autoroutes ou dans certaines fermes, de l'ordre de 100 mètres cubes, donc plusieurs poches de 100 mètres cubes, qu'on va maquiller ou camoufler un petit peu pour pas que ce soit trop moche. Tout ça va être situé sur les hauteurs, donc de nouveau sur tout le pourtour et le périmètre d'altitude qui va nous permettre de garder cette circulation facile, donc toujours par gravité. Quand je crée un système hydraulique et que le système pète, donc si la pompe déconne, en général, on ne le remarque jamais parce que les systèmes que je crée sont toujours basés sur l'énergie potentielle de la gravité et donc je me débrouille pour tout mettre en altitude, histoire que quand on a besoin de flotte, on puisse d'abord se compter sur la gravité. Maintenant, évidemment, pour des raisons de facilité, c'est plus facile de mettre une pompe derrière. Mais ce n'est pas indispensable. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a de la redondance. Donc les systèmes qu'on crée dans ce genre de projet, dans tous nos projets, c'est toujours basé sur la redondance. Donc en fait, on a nos 4 R, régénération, résilience, redondance et robustesse. Alors on dirait que tout ça, c'est à peu près la même chose tout le temps. C'est toujours des bassins, des fossés, des prairies, des cultures, des serres, tout ça la même chose. Mais oui et non, parce que c'est pas toujours organisé, enfin c'est même jamais organisé de la même manière. Déjà parce que les objectifs ne sont pas forcément les mêmes, mais aussi parce que le territoire est complètement différent, le climat est complètement différent. Et au-delà de ça, il y a aussi tout ce qui est de l'ordre du changement climatique. Donc moi mon job, c'est d'arriver à des situations où je ne prévois pas uniquement le régime climatique actuel, mais le futur. Et le futur, la seule certitude qu'on a, c'est qu'il sera incertain. Je dois créer des projets qui sont compatibles avec les feux de forêt, que ce soit en milieu tempéré ou en milieu méditerranéen, avec les inondations, avec les sécheresses, avec les éventuelles périodes de gel, parce que oui, il pourrait quand même y en avoir, si on a un arrêt du Gulf Stream, enfin une déviation et une problématique liée au Gulf Stream, on risque d'avoir des régions qui sont beaucoup moins tempérées, beaucoup moins réchauffées de manière active par ce courant-là. Bref, c'est de rendre des projets résilients et robustes et de pouvoir retomber un peu sur ses pattes. Alors évidemment, on peut raconter plein de détails sur ces chemins, sur leur altitude, sur leur connectivité évidemment, parce qu'ils ont des connectivités entre eux, histoire de ne pas toujours faire le tour. Je me pose toujours bien la question avant de créer des chemins, est-ce que ça a une utilité? Est-ce qu'il va être vraiment fonctionnel? Est-ce que si je crée une boucle, est-ce que cette boucle va me permettre de créer de la fonctionnalité sur le fait que je vais visiter des endroits ou que je vais desservir des endroits qui seront utiles pour le projet? Et je ne vais pas créer une boucle juste pour créer une boucle, sauf si c'est un intérêt paysager fort et que les gens risquent d'emprunter. Parce que sinon, en fait, on n'arrive à rien du tout. Et c'est un truc qui ne va pas fonctionner, quoi. Ici, typiquement, on est dans... à un moment, il faut bien descendre. Hein, on ne peut pas toujours rester à la même altitude. Je vous passe les détails sur les cuvettes et tout ça, parce que c'est un peu trop complexe. Et ça fait partie de cours plus avancés, auxquels je vous invite à vous joindre, parce qu'on apprend tout ça. Donc ici, on est sur un virage, et ce virage redescend vers cette zone-là, qui sera aussi un barrage qui va faire une césure entre la zone de culture là et la zone de culture là-bas en bas. Mais c'est un barrage qui sera relativement doux. Le but, c'est pas de refaire une mare là, pas du tout. Le but, c'est juste de
de freiner et d'arriver en fait à passer sur une route qui soit un petit peu plus en altitude avec une desserte sur les côtés, parce qu'il y a encore une route là-bas qui continue sa route. Ici le virage il va descendre, donc forcément je vais avoir de l'eau qui va ruisseler, et on le voit déjà, on a de l'eau qui se trouve là en bas. Alors c'est pas, on a de l'eau qui se trouve là en bas, pas parce qu'elle ruisselle, mais parce qu'elle apparaît. Pourquoi elle apparaît? Parce qu'on se situe sur le chemin de l'eau. Et c'est pour ça que la lecture du paysage est hyper importante, c'est parce qu'elle se situe sur la continuité du vallon, la continuité hydrographique, en fait, qui va nous amener sur la fin des 2-3 sous-bassins versants, enfin c'est pas des sous-bassins versants, c'est 3 versants qui se situent ici. Alors évidemment, c'est quelque chose de difficile à voir et de difficile aussi à montrer quand on est tout seul à faire des vidéos, mais c'est extrêmement passionnant à apprendre et à gérer, parce qu'on remarque qu'en fait, ça ne ment jamais. Dès qu'on a un petit peu l'habitude, c'est toujours valable. Il faut suivre le chemin de l'eau, travailler en keyline, travailler sur la robustesse, la résilience et tout le tralala, et tout va bien se passer, il n'y aura pas de problème, les projets vont fonctionner. Alors ici, donc, comme on descend, on va faire certainement un travers là, donc un petit creusement pour rediriger l'eau vers quoi? Vers la zone humide qui se trouve ici, avec le chemin de l'eau, sa continuité qui se trouve là, et que j'arrête un petit peu pour éviter que tout ne continue à s'éroder, parce que ça a l'air de rien là, mais en fait là en bas ça crée du creusement, parce que tout ça s'accumulant, ce sont des lames d'eau sur des lames d'eau sur des lames d'eau, donc finalement ça commence à bouger pas mal de volume, et ça s'accélère aussi, ça arrache de plus en plus ça arrache, plus ça s'accélère, etc. Et donc on finit par avoir du ravinement et de l'érosion plus loin. Donc il ne faut pas négliger ce genre de trucs là, toutes les petites interventions qu'on peut faire vont avoir un bénéfice hydrologique certain. Donc on a un travers ici, on va avoir aussi une dérivation qui va se situer là et qui va prendre le surplus qu'on va avoir de l'amont, prendre le surplus qu'on va avoir du chemin et directement le mettre là. Donc en général, je mets toujours 2 travers parce que sinon on finit par ne pas avoir assez de dérivation par rapport à la quantité d'eau qu'on risque d'avoir. C'est toujours bien d'avoir une sécurité, c'est bien de faire des calculs dans tous les sens, mais je préfère quand même mettre un petit truc en plus, sans mauvais jeu de mots, pour arriver à ce que tout fonctionne bien et qu'il y ait de la redondance justement et de la robustesse. Il y a encore énormément de choses à expliquer, puisque toutes ces techniques, toute cette approche, tout ce design, il se base à la fois sur l'aspect paysager, l'aspect hydrologique, productif, l'aspect humain, l'aspect économique, arboricole, enfin l'aspect biodiversité aussi, donc naturel et vivant, et donc sur plein de paramètres en même temps. Donc c'est évidemment un métier qui est passionnant et c'est pour ça que j'aime bien aussi vous le partager. Mais donc je ferai d'autres vidéos sur ce type de projet dès que j'en ai l'occasion. N'hésitez pas à commenter, à me poser des questions parce que j'y réponds toujours. Et c'est évidemment comme ça que je fais avancer la chaîne par rapport à vos besoins et comment je peux vous aider aussi à comprendre mieux comment ça fonctionne. J'espère à tout bientôt sur la chaîne et n'hésitez pas à vous abonner.